Je suis très heureux de vous retrouver sur la nouvelle génération. Bonjour, merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse sur votre radio, Canal FM, la 93.5. 1064 détenus enfants de peine ont obtenu la grâce présidentielle de la part du président de la République, Faure Sossinana Singbe, ce 27 décembre 2024, avec une précédente libération de 808 détenus en avril. Le total des bénéficiaires de grâce présidentielle en cette année 2024 s'élève à 1872 détenus, bien sûr. Qu'en est-il alors des détenus politiques? Nous parlerons du sujet dans cette émission Club de la Presse du dernier lundi de l'année. Nous sommes au 30 décembre 2024. Nous aborderons certainement d'autres sujets liés à l'actualité tels qu'évoqués par des journaux parus ce matin. Merci de nous choisir et bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Coco, Victor Betomega est à la mise en onde, Jérôme Akouta sur la mise en ligne. Je suis Pascal Losso au micro. Comme toujours, vous nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Néro, Radio La Paix à Takpamé, Central FM, nous sommes à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapao. Vous avez aussi ce privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Mais vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénin. De la presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse et le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain et aussi du monde entier. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi. Nous sommes au dernier lundi, je le disais. Et donc, lundi, l'équipe de lundi est déjà en place. Uriel Ignon, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Canal FM. Et bonjour à tous les Togolais et merci pour l'invitation. Toutes mes excuses pour toutes les fois où j'ai manqué de répondre à tes invitations. Des fois même, je n'arrivais même pas à t'écrire pour te dire que je ne serai pas là. Merci à vous tous, au président Jacques, au président Godson, à tous ceux-là qui ont contribué à ce que je sois avec vous aujourd'hui. Je n'avais pas un problème de maladie ni un problème contre la loi, mais c'était juste pour gérer la famille. Et donc aujourd'hui, je suis là avec vous, très heureux. Et je profite de cette occasion pour saluer deux personnes qui étaient vraiment avec moi, comme si je devrais célébrer un mariage. C'est Tchania Rimiao et Sam Djobo, vraiment des personnalités exceptionnelles. Et à vous tous qui m'écriviez, qui m'appeliez, mes reconnaissances, mes sincères reconnaissances. Merci beaucoup. Je ne vaux rien, mais envoyer les présidents comme Jacques Diakouti, Godson et tout, m'appeler toi-même à chaque instant. Uriel, est-ce que tu vas bien quand même? Qu'est-ce qui se passe? On s'inquiète. La dernière fois, Godson était obligé de m'écrire un message franc. Mais est-ce que tu es sûr que tu vas bien? Oui, mais bon. Je vais bien, je lui ai répondu, je lui ai demandé qu'il m'invite à au moins m'offrir un bouc dans sa ferme. Et là, il n'a pas répondu. Voilà. Mais peut-être qu'en direct, il va répondre tout de suite. Mais ce qui est sûr, Uriel, nous avouons quand même que nous sommes très heureux de te retrouver. Merci. Et merci d'avoir rejoint encore la famille parce que ça nous fait toujours plaisir. Et cette voix nous a manqué au Club de la Presse. Et merci d'être là. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et je sais que celui qui serait encore très heureux de te retrouver, c'est Jacques Diakouti. Jacques, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs, auditrices de Canal FM. Comme tu l'as dit, il est en rouge aujourd'hui. Oui. Vous tous vous connaissez le symbole du rouge, le sang de Christ est versé pour nous, et pour que nous ayons la paix, la santé et le salut. Donc il nous a apporté le salut ce matin. Et je voudrais sincèrement remercier Dieu pour sa vie, parce qu'il est venu ici sain et sauf. Uriel, merci. Nous sommes contents de te revoir. Merci. Parce que je voulais profiter de l'occasion d'abord pour te saluer personnellement. Ah, moi? Et bien sûr, parce que aujourd'hui, c'est le dernier lundi de l'année 2024. Tout à fait. Tu nous as supporté nos caprices sur cette antenne.
Je voudrais profiter pour saluer toute ta famille, ta petite famille, ton épouse et tes enfants. Merci. Et saluer également mes amis qui sont de l'autre côté de la belle vitrine. Et je voulais parler de Giroud et de Michel. Michel Autre, on a des choses à se dire après. Je voudrais sincèrement lui dire merci à ces deux jeunes. Une année également, ils nous ont supportés. Je voudrais vraiment implorer la grâce de Dieu sur leur vie et que leur espoir, leur attente soit comblée en 2025. Amen. Il y a celui qui nous accueille tout le temps aussi au bas de la maison. C'est un gardien, un vigile qui est là-bas. Je voudrais profiter également de l'occasion pour le saluer. On l'appelle Komi. Ah, Komi, d'accord. Saluer Komi. Saluer la sœur Thérésia et Patricia, le directeur Modeste, mon ami Sasgaou, Ouedrago, tout le personnel de Canal FM. Merci parce que c'est vous qui faites que les auditeurs nous écoutent et nous connaissent. Et c'est également une joie pour nous. Pascal, je voudrais aujourd'hui utiliser les noms authentiques des gens pour leur saluer. Je voulais saluer le président de la République, M. Gnassingbé Essozimna Kodjo Fort. Saluer également le Premier ministre, Mme Sidemeho Dogbé. Je crois que c'est Né Doméga. Non, Djidoudou, voilà, Victoire. Marie-Noël, voilà. Salut. Et salut également. Mais ce nom, personnellement, je ne le connaissais pas. Moi, je ne le connaissais pas. J'espère que ce n'est pas un surnom. Non, Marie-Noël. Elle s'appelle. Là, en tout, six noms. Ok, d'accord. Ouais, mais. Là, vous m'informez, hein? Nous maîtrisons bien sûr. Tout à fait. Le nombre de noms, ça va de pair avec le nombre de postes à occuper. Et salut également le président de l'Assemblée nationale, monsieur Sevon TP Emmanuel Kodjo Adedje également. C'est aussi long, ça fait. Oui, donc c'est le nom de poste. Je crois aujourd'hui il faut utiliser le nom authentique pour saluer les gens et saluer tous les Togolais et toutes les Togolaises également qui nous écoutent. Vraiment, nous sommes fiers de nos compatriotes. Pourquoi, vous savez, Pascal, des fois, vous êtes là dans la rue, peut-être dans une station d'essence, vous êtes souvent dans un supermarché ou bien dans un endroit comme ça. Les gens s'approchent pour vous saluer, d'autres vous font des reproches. Je voudrais saluer un monsieur dont je voulais taire le nom, Pascal. Samedi passé, j'étais allé quelque part pour acheter du pain. Et quand la personne m'a vu, il a dit de partir, qui va payer la facture. J'étais vraiment touché, je ne le connais pas. Et c'est après une semaine, je suis retourné pour demander aux sœurs là qui vendent là-bas. Ils m'ont donné son nom. J'ai dit mais j'ai entendu parler de lui, mais je ne l'ai jamais vu. Donc c'est pour vous dire que quelque part nous travaillons dans l'ombre, mais il y a des gens qui nous mettent toujours en lumière. Ça, c'est votre rôle, Pascal. C'est vous qui nous mettez en lumière. Mais merci, c'est un travail que nous faisons tous ensemble. Beaucoup. Merci pour ce travail. Parce que déjà, je le dis toujours en fin d'émission que je vous remercie surtout alors pour votre constance dans votre présence aussi au Club de la Presse. Nous sommes au dernier lundi, tel que vous l'avez si bien dit. Mais Jacques, vous avez souhaité saluer des gens sur leur nom authentique. Mais mon cher ami, et celui-là même d'ailleurs que j'appelle affectueusement parrain, Sasgaou, vous n'avez pas appelé son nom authentique. Je donne l'occasion à mon ami personnel de le faire. parce que les noms sont déjà... mon ami personnel peut le saluer. Gosson Ketomania, bonjour. Bonjour Pascal. Comment vous allez? Je rends grâce. D'accord. Je saisis l'occasion pour dire bonjour aux auditeurs, auditrices et surtout lecteurs et lectrices fidèles de Liberté. Tout à l'heure, en entendant Uriel parler, pour quelqu'un qui s'intéresse à la voix ou qui arrive à déterminer une personne un peu par sa voix, tu sens qu'il revient de loin. Il n'a pas été malade, mais sa voix laisse entendre qu'il y a eu quelque chose. C'est personnellement l'impression que j'ai eue. D'accord. Grâce à Dieu, il est revenu et on ne peut que s'en réjouir. Je ne vais pas donner tout le nom de Sasgaou, mais je me disais qu'il y a un an, en ce moment,
lui et tous les 5 autres qui avaient été élus pour siéger à la HAC, en ce moment-ci, ils étaient en joie pour rentrer dans la nouvelle année, parce que c'était en novembre que l'élection a eu lieu. Donc, ils se disaient que, instamment, ils vont prendre poste. Mais c'est plutôt en décembre. En décembre. Oui, c'était en décembre. Ah, donc, exactement 1 an. Oui. Aujourd'hui, dans quel état d'esprit eux tous, ils doivent être? C'est vrai, ma situation, je le dis, je le répète à qui veut bien m'entendre, n'est en rien rose par rapport à la leur. Mais ce n'est pas une raison pour que on ne s'en émeuve pas. S'ils sont à l'écoute, moi personnellement, j'ai une pensée pieuse, affectueuse à leur endroit. Et j'ai la conviction que notre président de la République ne les aura pas oubliés. Peut-être que grande sera notre surprise avec, à l'appui, le rappel de tout ce temps-là. On ne pourra que s'en réjouir. D'accord, le rappel justement de tout ce temps, on ne pourra que s'en réjouir tel que vous l'avez dit. Mais ce qui est sûr, je connais quelques noms de Sas Gaou. C'est Sas Innocent Tété, Gatragassi, Vifan Bolo, Adzala Maïto, Hassan Gaou. Moi, j'ai que les deux. Je disais que le nom de notre premier ministre était très long. Mais apparemment, mais ça, sans oublier Chocholoza. Tout ça pour ça seul. Oui, justement, pour lui seul. Oui, mais non, le le vrai problème au niveau des noms, Pascal, vous savez, et Uriel et peut-être Godson, il est important que nous puissions donner des noms authentiques et qui ont également une signification, une valeur pour nos enfants. Il ne suffit pas seulement de donner un nom à un enfant et que ce nom n'apporte rien dans la vie de l'enfant. Donnez un nom à votre enfant comme Yidoudou, on sait que c'est la victoire. Votre enfant sera toujours victorieuse ou victorieux. Mais quand vous donnez un nom à votre enfant dans ce mot, non, mais son qu'on a vu dans ce mois, dans ce mot, quoi. Donc on est nous Léon. Pardon, je reviens en français. Voilà. Revenons en français. Voilà quelqu'un qui vient de la région de Savanes, qui est complètement déraciné et il ne cache pas son déracinement. Ah, je m'excuse auprès des auditeurs. D'accord. C'est ce qui est sûr quand on fouille bien dans ce mois aussi sans sens. Ok, ça fait vraiment plaisir de vivre cette ambiance en studio. Et c'est vrai, on a pris le temps, surtout alors de parler de nos situations, de l'actualité au pays, et on s'intéresse plus à l'actualité politique. Des fois, il y a tellement de crispations en studio, puisque les positions ne sont toujours pas les mêmes. Il y a les uns et les autres quand même qui donnent de diverses positions sur des sujets. Mais ce qui me plaît encore bien, c'est que quand on sort de ce studio, c'est-à-dire on sort main dans la main et on rit ensemble, on dit beaucoup de choses ensemble. Je pense que c'est ça aussi la famille, c'est ça la solidarité. Et au-delà de cela, c'est ça la confraternité. Et je pense que nous devons continuer dans cet esprit. Et aussi pour nos chers amis auditeurs et ceux qui nous suivent, nous avons pris aussi ce principe de l'émission de nous ouvrir à eux, et pour que, du moins, s'ils s'intéressent aussi au sujet et donnent leur point de vue sur des sujets débattus ici au Club de la Presse, nous allons toujours continuer aussi ce principe, puisque c'est devenu en quelque sorte un principe sacro-saint même d'ailleurs de notre émission. Et nous allons toujours leur dire que nous le portons dans notre cœur. Déjà demain, nous l'avons si bien dit, demain mardi, et l'émission de demain, ce serait une émission consacrée aux auditeurs. Ils vont appeler et ils vont choisir des sujets marquants de l'actualité et surtout de toute l'année 2024, et ils vont analyser cela. Ils nous donneront leur impression là-dessus. Ça nous fera tellement plaisir. Et merci beaucoup, chers confrères, pour votre présence toujours au Club de la Presse. Alors, nous démarrons cette émission avec ce sujet que j'évoquais tout de suite concernant les détenus qui ont été libérés, qui sont enfants de peine et qui ont été libérés par grâce présidentielle. Ils sont au nombre de 1064 et par rapport même d'ailleurs à la libération, à la précédente libération, c'était
808 détenus. C'était en avril, bien sûr. Le total des bénéficiaires de grâce présidentielle en cette année 2024 s'élève à 1872. J'en parlais dans mes mots introductifs. Alors, Uriel, on ne peut que s'en réjouir quand on voit quand même que ces détenus ont bénéficié alors de la grâce présidentielle. Bon, voilà, n'importe qui ne bénéficie pas d'une grâce. Aujourd'hui, je pense que même s'il fallait encore passer 5 ou 6 mois avant d'être libéré, si un des détenus a pu bénéficier de cette grâce, il faut qu'il rende grâce à Dieu parce que sa condamnation disait bien un délai avant qu'il ne quitte la maison carcérale. Donc, tous ces chefs d'État qui, à un moment ou à un autre, pensent à tout le monde, y compris les détenus. C'est très important parce que personne volontairement ne devient criminel, ne devient méchant. Peut-être c'est une circonstance qui a conduit des gens là-bas. Les gens ont l'habitude, tout le monde dit, nous sommes tous des prisonniers ambulants en sursis. Je pense que ceux-ci doivent d'abord se réjouir et prendre sur eux l'engagement de ne plus tomber dans la tentation ou dans l'erreur. C'est très important lorsque vous commettez une erreur et on vous gracie, il vaut mieux se repentir, il vaut mieux intégrer la société normale, il vaut mieux même chercher à devenir un modèle dans la vie. Parce que même la prison est appelée la maison de correction d'une manière ou d'une autre. Oui, tout à fait. Le fait même qu'une personne soit privée de sa liberté, c'est une forme de correction. Donc, privé de liberté, 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, voire même 20 ans. Mais si quelqu'un se retrouve dans cette clôture et la personne sort vivante, c'est une grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Ça, ce n'est pas donné. Une semaine même de privation de liberté, on peut perdre la vie. Rien que pour avoir perdu sa liberté, on peut perdre la vie aussi. Donc, certainement, la justice a fait son travail pour la sélection de ceux qui doivent en bénéficier. Ils ont rendu compte au patron et le patron a dit, mais tenez, ils sont pratiquement à la fin. Comment vous appelez ça? De leur peine. Donc, on peut faire quelque chose pour eux pour qu'ils puissent rejoindre leur famille. Mon inquiétude demeure toujours. Est-ce que tout ce que nous lisons sur les réseaux sociaux, est-ce que vraiment des dispositions sont prises pour leur réinsertion, pour que cela ne devienne pas à nouveau un phénomène, un autre phénomène dans la nature, comme vous avez vu, nous l'avons écrit, plus de 1500 prisonniers qui se sont évadés dans la prison la plus sécurisée à Maputo, au Mozambique. Au Mozambique. Oui, une ville que j'aime beaucoup, que je maîtrise très bien. Mais ici, c'est autre chose. Ici, c'est une libération qui a suivi une procédure. Mais là, c'est une évasion. Et on dit même que parmi ces prisonniers se trouvent des djihadistes. Bon, ce n'est pas la même chose qu'ici. Mais chaque prisonnier entre dans cette maison carcérale pour une raison. Nous souhaitons vivement que cela soit vraiment rééduqué avant leur réinsertion afin de nous éviter d'autres problèmes. Qu'on n'entende pas qu'à Dekon, il y a eu braquage, à Dekon, il y a eu meurtre, ici, il y a eu ceci, et que c'est ces détenus libérés là qui deviennent des problèmes pour la société. Sinon, en soi, c'est une très bonne mesure. D'accord. Pour qui connaît la privation, les effets de la privation de liberté, libérer quelqu'un avant la fin de sa peine, je pense que c'est une très bonne mesure à saluer et à encourager pour que cela se répète. Si en 1 an, le chef de l'État pouvait libérer même 5 000, au-delà de 5 000, et que tout le monde pouvait contribuer à la réinsertion de ces gens-là, ça serait une très bonne chose. Les églises, les mosquées, tout le monde va contribuer à ce que ces gens-là puissent comprendre que ce que j'avais posé comme acte et qui m'a conduit là-bas, ça ne valait pas la peine. Et là, la société se construirait et les prisons allaient se vider de soi. On n'aurait pas besoin d'avoir encore des budgets pour construire des prisons. Vraiment, quand on entend qu'il y a besoin de construire une prison, en réalité, c'est une inquiétude. Ça veut dire que les prisons déjà existantes sont pleines et qu'il faut construire encore pour
envoyer une vague là-bas, ou que les crimes continuent et que l'État s'inquiète, il faut construire les prisons. Construire une prison en attente, c'est la même chose que construire des tombes en attente. C'est la même chose. Ça veut dire que l'État est certain que chaque jour, il y aura des criminels et on va les envoyer là-bas. Ça inquiète. Mieux vaut éduquer autrement les citoyens pour qu'on évite cela. D'accord. Jacques, je comprends bien l'inquiétude de Uriel concernant le fait que, oui, ces prisonniers sont libérés aujourd'hui, mais la question est de savoir qu'est-ce qui serait fait pour leur réinsertion sociale. J'ai eu la chance de rencontrer le ministre de la Justice ce matin. Et vous savez, quand on parle de libération, depuis un certain temps, on ne libère plus les gens comme ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours des entreprises, des sociétés, et souvent il y a des gens qui ont pris sur eux souvent d'aller sensibiliser ces prisonniers-là. Lorsqu'ils sortent de la prison, l'insertion, on ne libère plus comme ça. C'est-à-dire que, selon les explications, ils ne voudraient plus, lorsqu'on libère quelqu'un, que 2 semaines, on retrouve encore la même personne encore en prison. Donc, il y a aujourd'hui des activités génératrices de revenus qu'on essaie d'enseigner à ces détenus qu'on libère. Et lorsqu'ils vont rentrer dans la société, que ces personnes-là puissent s'occuper effectivement de ces activités génératrices de revenus. Et si vous avez suivi la dernière fois le directeur de la prison, il a expliqué, il a dit que... Monsieur Akibou expliquait aux gens que depuis un certain temps, on ne libère plus pour libérer. Mais quand on libère, on essaie quand même de conscientiser ces prisonniers-là avant de les libérer. Autre fait, depuis un certain temps, vous allez remarquer que, bon, pour ceux qui vont souvent en prison, parce que moi j'y vais souvent pour voir des amis, a dit qu'il y a souvent des religieux également qui essaient de parler à ces prisonniers, les raisonner quoi, par rapport à la situation qu'ils vivent là-bas. Et certains se convertissent là-bas, c'est-à-dire qu'ils se donnent à Christ lorsqu'ils sortent. Il y a quelqu'un même qui est devenu pasteur là-bas, qui a eu son diplôme en prison. Étant en prison, il a eu son diplôme de pasteur. C'est pour vous dire que depuis un certain temps, il faut reconnaître que les autorités font les efforts pour ceux qu'on met effectivement en prison là-bas. L'inquiétude de Uriel est fondée parce que, vous savez, lorsque, Pascal, vous n'êtes pas là-bas, et le fait même d'aller tout le temps, vous-même, vous êtes en même temps un prisonnier. C'est-à-dire que c'est difficile et c'est stressant. Lorsque vous avez un ami, vous avez un frère, un parent qui est en prison, vous êtes obligé tout le temps d'amener la nourriture le matin, à midi, le soir. Vraiment, ce n'est pas facile. Finalement, vous-même, vous devenez également un prisonnier. L'autre fait également qu'il faut relever par rapport au ministre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut tout faire. Vous voyez aujourd'hui quelqu'un qui vole, par exemple, un coq ou bien une poule, se retrouve en prison avec les brigands. Et cette personne-là, lorsqu'on la libère, vous voyez l'intoxication que ces brigands, ces coupeurs de route-là, peuvent mettre dans sa mentalité lorsqu'il sort en prison. Donc, aujourd'hui, il est important que, c'est vrai, il y a la réinsertion lorsqu'on sort, mais il est important également qu'aujourd'hui, l'État essaie de réfléchir. C'est-à-dire que Uriel a dit qu'il n'est pas d'accord qu'on construise des prisons, c'est vrai, parce que autre chose également, autre fait de chercher des terres fertiles. Et on en a au Togo. C'est-à-dire que quand on prend par exemple ces gens de personnes, qu'on les amène au niveau des champs là-bas. Vous avez vu ce que actuellement le président Ibrahim Traoré, le capitaine, fait au Burkina Faso. Il a créé un champ d'ananas. Lorsqu'on vous prend, au lieu qu'on vous jette en prison, on vous amène là-bas. Vous prenez le temps de cultiver l'ananas et vous avez vu, la fois passée, il est allé, il a visité le champ et vous avez vu ce que cette pépinière est en train de donner. Donc, ce qui veut dire que bien que vous êtes prisonnier, vous êtes utile pour la nation. Pour la nation, justement. Il ne faut pas seulement qu'on vous mette là-bas, bon, on vous juge, on dit, bon, vous allez faire 5 ans avant de sortir. Lorsqu'on vous amène, vous serez utile également à la nation. Cultiver par exemple l'oignon, les choux, les ananas pour les compatriotes, je crois que c'est une bonne chose. Ne prenons pas toujours la prison comme une fin. C'est-à-dire que lorsqu'on te met en prison, c'est la fin. Et que c'est une fatalité. Ah, voilà, c'est la fin pour toi. Et l'autre aspect,
Pascal, quand vous voyez souvent ceux qui sortent de prison, il y a certains qui ne se retrouvent pas. Hein. Certains ne se retrouvent pas. Moi, je connais un ami qui est sorti en prison. Pascal, il a fallu que, je vous dis, je me suis consacré à ce monsieur. Chaque jour, je suis obligé d'aller dans sa maison pour pouvoir lui parler. Parce que c'est quelqu'un qui ne se retrouvait plus. C'est-à-dire, il est 2 ans, il ne sait même plus qu'il vient encore sur cette terre. Mais aujourd'hui, quand vous la voyez, elle est revenue en elle-même, elle a repris ses activités et ça va. Donc, moi, je voulais conseiller les compatriotes, comme tu l'as dit, la prison, ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que c'est un lieu, quand vous commettez par exemple quelque chose, on vous cache pour le moment, après, vous ressortez. Pour ceux qui ont une fois fait le couvent, ils pourront vous le dire. Ils savent ce qui se passe là-bas, les pratiques. Ce n'est pas toute chose qu'on expose sur les médias. Mais le plus important aujourd'hui, il faut tout faire. Lorsque vous êtes en prison, ne vous dites pas que lorsque vous sortez, vous mourrez. Non. C'est le moment de pouvoir encore se dire, j'ai la force de pouvoir continuer. J'ai également l'énergie de pouvoir encore aller de l'avant. Non, là, je suis d'accord avec lui sur, s'il vous plaît, quelques secondes. Oui, rapidement. Je suis vraiment d'accord avec sur ce dernier aspect. Et quand la prison, ce n'est pas une fin en soi, parce que on a connu plus de 6 personnalités en Afrique qui sont sorties des prisons et sont devenues des présidents de la République. Oui, en Afrique du Sud, Nelson Mandela, au Sénégal tout récemment, en Côte d'Ivoire, des gens sont sortis de la prison. Ils sont devenus des présidents de la République. Ils pouvaient mourir même en prison si son moral n'est pas haut. Donc la prison, ce n'est pas une fin en soi. Considéré comme si c'était un passage obligé parce que quelqu'un a commis un crime, il doit passer par là. Et à la sortie, il doit réintégrer la vie, devenir même une grande personnalité, servir toute la nation. C'est très important. Gosson, je me souviens bien de cette citation. Il est dit que fermer les prisons, c'est ouvrir les écoles. Alors, quand on prend aujourd'hui l'État ne peut jamais être content aussi de construire tout le temps des prisons. Ouvrir les écoles, c'est fermer les prisons. Voilà, justement. Ouvrir les écoles, c'est fermer les prisons, justement. Donc, l'État ne peut pas être aussi content de créer ou de construire tout le temps des prisons. Et donc, c'est en quelque sorte, la citation se vérifie bien. Quand on ouvre alors les écoles, c'est fermer les prisons. Pascal, quand on ouvre les écoles, c'est fermer les prisons. Tout à l'heure, Uriel disait que ce n'est pas... On n'a pas besoin de construire des prisons. Je vais plus loin en disant que les centres carcéraux au Togo devraient suffire si le corps judiciaire faisait bien son travail. Tout à l'heure, Jacques disait que quand on arrête une personne, on doit la juger. Pour dire quoi? L'élargissement décrété par notre président de la République concerne ceux qui ont été jugés et condamnés. Et quand on précise en fin de peine, est-ce une semaine avant leur libération, 1 mois, 6 mois, ça, personne ne sait. Mais alors, qu'en est-il de ceux qui sont des prévenus ou d'éternels prévenus? Quand on parle des détenus politiques, que certains essaient de refuser l'appellation. Et pourtant, le rapport du département d'État américain a bien parlé d'arrestation et de détention arbitraire, de système judiciaire contrôlé et corrompu. Lorsque une personne est en conflit avec la loi et qu'elle est retenue dans les liens de la détention, a-t-on besoin de 6 mois, d'1 an ou de 5 ans ou plus avant que cette personne ne passe au jugement? C'est vrai, d'aucuns nous répondront que l'instruction est en cours. Oh mon œil, on connaît les limites de certaines instructions. Soit les parents du prévenu doivent aller voir ce juge d'instruction-là pour lui graisser la patte avant qu'il n'accélère la procédure. C'est une réalité qu'on doit pouvoir dire, dénoncer, afin que tout citoyen qui est dans les liens de la détention soit jugé
Le président de la Cour suprême, je me rappelle bien, l'a bien dit, dans un délai raisonnable. Quand on prend nos concitoyens de Taiga Revolution, ça fait combien d'années qu'ils sont là-bas? Quelle peine, combien d'années doivent-ils passer là-bas? Ils ne sont pas passés en jugement, Pascal. C'est ça qui doit nous interpeller. Et ça doit inquiéter. Bien sûr, si toi qui as fait qui as prêté serment comme juge, tu es tenu de toujours te référer à ta hiérarchie avant de prendre des décisions. Mon ami, je suis désolé que tu es arrivé là-bas par erreur. Parce que tu as en face un humain qui a commis une faute et dont tu as la charge de décider du nombre d'années qu'il doit à l'État avant de recouvrer sa liberté. Mais alors, tu es là, ou alors quand tu prends tes réquisitions, là je parle du parquet, tu dois recevoir l'instruction de ta hiérarchie avant de condamner la personne. Ça veut dire que tu ne juges pas et ne décides pas de ton propre chef. Nous sommes de retour dans cette émission. Nous avons été interrompus entre-temps par la CET puisqu'il y avait eu ce délestage. Nous revenons en studio pour continuer cette émission. Alors, Gosson, vous étiez en train de développer une argumentation avant que le courant ne soit coupé. C'est ça. Et je te confiais que avec cette coupure, durant mon développement, je ne veux pas imaginer les interprétations qui pourront suivre auprès des auditeurs. Donc, heureusement que vous avez le groupe de secours, c'est tant mieux. Donc, je disais que notre système judiciaire est l'une des raisons pour lesquelles nos prisons sont bondées. Ce constat est établi. Et tant que le phénomène de la corruption n'aura pas quitter la devanture des juges, ce n'est pas demain la veille, parce que on a élargi des détenus qui ont été condamnés, certes, mais s'il pouvait y avoir des statistiques pour que chacun sache le nombre de citoyens en détention qui ne sont pas encore passés en audience, des cheveux risquent de se hérisser au-dessus des têtes. D'accord. Ce qui est dommage. D'accord. Nous sommes rejoints par Didier Assogba. Didier, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour aux auditrices, auditeurs de Canal FM, bonjour à mes aînés en studio. J'espère que tu vas bien. Par la grâce de Dieu. Voilà, nous sommes en train de parler alors de cette libération des détenus politiques qui ont obtenu la grâce présidentielle et ils sont au nombre alors de 1064. On est en train alors de faire l'analyse autour même d'ailleurs de la question et il y a une inquiétude qu'évoquait tout de suite Gosson Ketomagnan et c'est concernant surtout le fait qu'il y a certains détenus qui sont au-delà même d'ailleurs de cette libération. Il y a des détenus qui sont considérés comme des détenus politiques. Vous vous souvenez même d'ailleurs de cette sortie entre-temps du Front Touche pas à ma Constitution qui a dénombré même d'ailleurs 93 détenus politiques. Mais finalement, parmi ces 93, on ne retrouve quand même pas, parmi les 1064, on ne retrouve quand même pas alors de ces détenus politiques cités par le Front Touche pas à ma Constitution. Et comment vous trouvez cela? Non, après, il faut qu'on comprenne d'abord le principe de l'élargissement de détenus par grâce présidentielle. Je crois que les détenus qui bénéficient de la grâce présidentielle sont des détenus qui ont déjà été jugés et condamnés et qui sont en fin de peine. Donc, c'est eux qui bénéficient donc, de la grâce présidentielle. Donc, il y a un service au ministère de la Justice qui dresse la liste ou fait le fichier. Et donc, on adresse cette sollicitation au président de la République qui donne suite. Et finalement, on a la liste et le nombre des détenus qu'on nous communique généralement en fin d'année ou des fois à l'approche de la fête de l'indépendance. Mais vous parlez des détenus politiques. Généralement, chez nous, ici, ce qu'on constate, c'est que des personnes qui ont été arrêtées, pour la plupart, dans le cadre des manifestations politiques ou des activités politiques ou de par leur prise de position politique, ces gens-là n'ont souvent pas été jugés.
Et la plupart d'entre eux, je parie, je ne sais pas si sur les 93 là, quelqu'un d'entre eux est déjà jugé. Donc, si il y avait l'ancien ministre Dimo Oré, lui qui avait été jugé et condamné à 2 ans de prison, il était arrivé en fin de peine lorsqu'on avait remis des peines à des gens par grâce présidentielle, il en avait bénéficié. Mais il y a plein d'autres, les Oumoulou ou plein d'autres, bon, je ne connais pas les noms de tous, qui n'ont jamais été jugés et qui sont juste en détention comme ça, on ne sait pas. Et ce que Gosson dit, c'est assez pertinent, surtout qu'on sait que certains ont été inculpés d'un certain nombre de chefs d'accusation, des chefs d'accusation pour lesquels on pourrait passer peut-être 1 an en prison, 6 mois en prison ou 2 ans tout au plus en prison. Mais sur le lot, on a des gens qui font déjà plus de 3 ans, plus de 2 ans, plus de 4 ans en prison sans avoir été jugés. C'est là qui complique la situation de ces personnes-là, qu'on qualifie de détenus politiques, qui n'ont jamais été jugés, mais qui, de par le temps qu'ils passent en détention, auraient déjà dû, s'ils avaient été jugés dès leur arrestation et ils avaient été condamnés, ils auraient peut-être purgé leur peine et auraient déjà regagné leur famille depuis très longtemps. Donc je pense que c'est là justement qu'il y a un problème à régler. Et ce problème-là va au-delà de la question des détenus politiques et concerne notre système carcéral en général. Aujourd'hui, on constate qu'au Togo, la détention est devenue la règle, alors que la détention, en temps normal, devait être l'exception. Donc la détention est devenue la règle, on dit on est en détention préventive, et ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous prenez 10 prisonniers au Togo, c'est les chiffres du ministère de la Justice qui le dit, ce n'est pas moi, vous prenez 10 prisonniers au Togo, 7 sont en détention préventive. Voilà. Il n'y a que 3 qui ont été jugés et condamnés. Donc sur les 7 autres, ils sont juste en détention préventive le temps qu'un jour, ils aient la chance que leur dossier soit regardé par un juge et qu'on puisse essayer de travailler. Donc à partir de ce moment-là, nous parlons de surpopulation carcérale et tout ce que nous avons là, c'est notre système judiciaire qui a construit ce problème. Et ce qui fait que nos maisons d'arrêt sont pleines, alors qu'on aurait pu, si c'est manque de juges, recruter des juges pour qu'on connaisse les dossiers là et justement. Donc le cas des détenus politiques est encore plus compliqué, surtout que eux là, on leur compte les chefs d'accusation pour lesquels ils ne sont jamais jugés, alors que s'ils avaient été jugés à temps, ils auraient peut-être fini de purger leur peine et regagner leur famille. Donc s'il y a quelque chose à faire, si l'État ne les reconnaît pas comme des détenus politiques, comme un ministre l'a dit, il faut peut-être qu'on dresse la liste de ces détenus-là, qu'on les juge, et que si on les juge, on défalque le temps qu'ils ont déjà passé en prison. S'il reste encore, ils continuent, mais si c'est fini, ils regagnent leur domicile. Mais s'ils ont passé plus qu'ils ne devraient passer, que l'État les dédommage aussi. C'est en ça que tu verras je ne sais pas si je dois parler de manque d'humanité, mais la méchanceté. Par rapport la méchanceté, est-ce que c'est pas fort ça? Je pèse bien mes mots, Pascal. Je t'explique. Par rapport au temps déjà passé, quand ils vont passer, ces détenus-là vont passer en jugement, figurez-vous que l'État ne va jamais décider de peine inférieure au temps qu'ils ont déjà passé en détention. Parce que s'il commet l'erreur d'agir ainsi, ces détenus seront en droit d'intenter un procès pour abus contre l'État. J'ai connu le cas Laurent Pogo, qui pour je ne sais quel chef d'accusation avait été, je dis bien, oublié en prison. Il a fallu que nous tambourinions pour qu'il passe à la chambre d'accusation et le gars avait déjà purgé 8 années. Figurez-vous que lors du jugement, on lui en a collé 10. Ça veut dire qu'on a défarqué les 8 années des 10 et donc il a encore passé 2 ans. C'est juste pour vous dire que l'État est capable et il ne va jamais commettre l'erreur
quand tous ceux-là vont passer en jugement, de les condamner à des peines inférieures au temps qu'ils ont déjà passé là-bas. Merci. Nous allons quitter le sujet. On s'intéresse à cette question politique alors des sénatoriales. Les sénatoriales qui seront organisées déjà entre-temps, c'était prévu alors pour le 2 février. Mais il y a un réaménagement alors du calendrier. C'est ce qui a été annoncé tout récemment en Conseil des ministres. Uriel, maintenant, nous avons la date précise. C'est bien le 15 février, et avec ce réaménagement, on va faire les sénatoriales le 15 février prochain. Alors, déjà, pour ce changement alors de calendrier, oui, la raison qui a été donnée, c'est par rapport même d'ailleurs au fait que au CPC, il y avait cette demande alors de l'opposition pour une bonne organisation même d'ailleurs de la chose, pour avoir un petit temps encore pour s'organiser. Alors, finalement, comment vous analysez cela, Uriel? Non, voilà, c'est consécutif. J'ai pu lire que le CPC dont vous parlez, le cadre permanent de concertation, aurait demandé une nouvelle date parce qu'il fallait accorder un nouveau délai pour le dépôt des dossiers de candidature. Donc, s'il y a un nouveau délai, automatiquement, on doit repousser aussi la date des élections. Donc, c'est ce que j'ai pu lire. Là, c'est logique. C'est tout à fait logique. Cela permettra aux ambitieux candidats de fournir des dossiers complets, de se permettre de battre leur campagne et aller tenter leur chance pour voir s'ils pourront être élus pour devenir des sénateurs demain. Surtout que c'est la première fois que le pays expérimente cette élection sénatoriale. Qui ne voudrait pas être sénateur? Ce n'est pas Godson, ce n'est pas Didier, ce n'est pas Jacques. Tout le monde voudrait être sénateur. S'il faut accorder ce temps et permettre à ceux-là qui ont les moyens, l'intelligence, la santé pour devenir des sénateurs, moi je trouve que c'est une bonne chose. S'ils n'avaient pas déposé leur dossier, qu'ils aillent le déposer. Ils ont le temps maintenant de battre la campagne, ils ont le temps de convaincre les électeurs pour les élire. Si aussi ils ont la chance d'être choisis par le chef de l'État, puisque lui, il a le pouvoir de choisir les 1/3. Si je ne me trompe, il a le pouvoir de choisir les 1/3 des sénateurs. Donc, c'est tant mieux. Là, s'il devenait, tel que la nouvelle constitution le dit, s'il devenait le président du conseil des ministres. S'il devenait, il est déjà. D'accord. Il est déjà ça, ce n'est plus une condition. D'accord. Alors, Jacques, c'est vrai que lors de cette rencontre du CPC, c'est vrai qu'il y a des partis politiques tels que, ou des organisations de partis politiques tels que la DMP, qui signent que non, et finalement, nous voudrons qu'on annule alors l'organisation alors de ces sénatoriales, puisque pour eux, c'est que c'est budgétivore. C'est vrai, vous savez, nous avons suivi un peu les partis politiques et la dernière rencontre avec le CPC, dont vous venez tout à l'heure d'évoquer, il était question, je crois que c'est le nouveau président du NET qui avait entre-temps évoqué le sujet, avant même que le CPC ne se retrouve, où il demandait à ce qu'on puisse reporter le délai de dépôt de candidature par rapport à ces élections sénatoriales. Et après, je crois que l'idée a fait chemin au niveau du CPC. Et finalement, ils ont envoyé une demande au gouvernement qui a accédé effectivement à leur demande pour essayer de reporter un peu ces élections. Mais le constat aujourd'hui, Pascal, c'est que la plupart des partis qu'on attendait participer à ces élections ne veulent pas participer. Je voulais parler de l'ANC, vous prenez par exemple le CAR, vous prenez par exemple le FDR et autres ne veulent pas du tout participer à ces élections sénatoriales. Et bon, ce à quoi nous allons maintenant assister, c'est certains partis seulement qui vont effectivement à ces élections. Moi, la proposition que j'avais faite depuis par rapport à ces élections, c'est d'essayer de voir si on ne peut pas trouver l'équilibre en entamant des discussions avec les autres partis qui ont refusé d'aller à ces élections avant de les organiser. Mais le constat aujourd'hui, c'est que
bon, chacun est campé sur sa position, c'est-à-dire les partis extra-parlementaires qui ne veulent pas du tout entendre parler de ces élections sénatoriales et certains partis qui veulent effectivement aller à ces élections. Et l'autre aspect, c'est que quand vous écoutez certains partis, les responsables de ces partis politiques vous disent que quand vous prenez même la composition au sein de ces mairies, ils sont minoritaires. Hein, ils sont minoritaires pour aller effectivement essayer de gagner un poste sénatorial au niveau effectivement de ces circonscriptions électorales. Donc, la proposition, c'était de voir est-ce qu'on ne peut pas encore ouvrir un débat, un dialogue avec ces partis-là qui ne voudraient pas y aller, parce que, quoi qu'on dise, Pascal, depuis les indépendants de notre pays, je crois que c'est les premières élections sénatoriales que le Togo va vivre. Donc, il ne faudrait pas qu'on aille encore à ces élections à rang dispersé, mais ça devait être également pour nous un tremplin où les Togolais pouvaient se retrouver pour aller effectivement à ces élections-là, élire ces sénateurs. Mais ce à quoi nous sommes en train d'assister, c'est que certains veulent aller, d'autres ne veulent pas aller. Donc, ce qui urge aujourd'hui, c'est que nous sommes des Togolais. Il est important quand même que nous puissions nous entendre sur le minimum avant de pouvoir avancer. Mais lorsque nous ne nous entendons pas, d'autres veulent avancer. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, Pascal? C'est à eux les politiques de savoir qu'est-ce qu'ils attendent de nous, par exemple, qui sommes des populations. Parce que quoi qu'on dise, si en tant que population nous ne sommes pas là, eux aussi en tant que politiciens, ils ne pourront pas effectivement être là pour gérer le pays. D'accord. Oui, mais disais, c'est vrai que il y a certains partis qui ne veulent pas y aller, à l'instar alors de l'ANC. Et déjà, quand on prend l'ANC, c'est parce que déjà l'ANC désavoue la nouvelle constitution. Or, les sénatoriales sont prévues par la nouvelle constitution. Et donc, c'est pour cela même d'ailleurs que l'ANC demande le retrait de son représentant Jean-Jacques Teko de la CENI. Oui, vous savez, les élections sénatoriales annoncées donc, pour le 15 février finalement, comme tu le dis, sont une conséquence donc, des changements et des modifications constitutionnelles que nous avons connues donc, en 2024. C'est vrai que j'ai entendu beaucoup de gens dire que l'opposition fait dans la contradiction, parce que l'opposition demanderait un retour à la Constitution de 1992 et que dans la Constitution de 1992, il y avait déjà le Sénat qui était prévu et que voilà, les dispositions étaient les mêmes qui sont reconduites dans la nouvelle Constitution. Bon, soit. Et je pense fondamentalement, moi, j'ai dit la dernière fois que là où on peut comprendre un peu les positions des partis comme ANC, FDR et DMP, c'est qu'on connaît déjà le corps électoral. On sait où on va en fait. On connaît le corps électoral Tout à fait. Des élections sénatoriales. On sait où on va, en toute connaissance de cause. Vous savez que vous allez à ces élections-là. Vous n'allez pas avoir un seul sénateur sur les 41. 61. Non, les 41, puisque bon, il sur y les a 41 20 qui seront nommés. Maintenant, les 20 autres seront nommés par le chef de l'État. Maintenant, bon, on ne sait pas si par magnanimité légendaire, le chef de l'État voudrait pas nommer les gens de son parti et va décider de nommer les opposants. C'est ce que propose Maître Tchassona Traoré. Oui, mais c'est une proposition pour le moins, tout le moins absurde. Absurde dans ce sens que vous voyez M. Faure Gnassingbé, président du parti UNIR, notre grand parti, en train de prendre... Dites votre grand parti, c'est ça. Bon, c'est leur nom. Moi, j'ai fait que répéter leur nom. Là, il faut corriger. Donc, leur grand parti... Oui, justement, puisque quand tu dis votre, ça veut dire que vous en faites partie. C'était dans les guillemets. Donc, leur grand parti, prendre un stylo en train de nommer des sénateurs là, et ils nomment rien que des opposants, jusqu'à 20. Tchassona, sénateur, Fabre, Apevo, vous imaginez ça dans le Togo que nous connaissons là? Ce n'est pas possible. Donc, cette proposition-là ne passe pas. Il pourrait y arriver, bon, qu'on nomme quelques 2, 3, mais ce que lui il dit, ça, ce que lui veut éviter là, il va plutôt le constater, c'est-à-dire que
sur les 113 députés élus au suffrage universel, on a déjà, voilà, il n'y a que 5 de l'opposition. 3 siègent, 2 ne siègent pas. Donc peut-être qu'on va nommer encore 5 sénateurs qui auront donc des appartenances de quelques partis politiques apparentés de l'opposition. Et ça va s'arrêter là. Donc aujourd'hui, je pense que ce qu'il faut faire, c'est peut-être de beaucoup plus plaider à beaucoup de choses, beaucoup de transformations, puisqu'on a dit on veut faire une transformation en profondeur du Togo à partir de cette nouvelle constitution. S'il y a proposition que Maître Tchaossona aurait pu faire, ma foi, c'est de voir comment on assainit notre système électoral pour que justement on ne soit pas là à demander à que des acteurs politiques, des présidents de partis politiques ne soient pas là à commander une nomination pour des postes normalement électifs où ils auraient pu se faire élire facilement. Donc, s'il arrive à faire cette proposition-là, ça veut dire qu'il faut également recorriger notre système électoral pour que ça soit un système électoral beaucoup plus transparent pour monsieur tout le monde, pour tous ceux qui participent à ces compétitions-là, pour qu'à l'issue, les résultats soient reconnus les uns par les autres. On a vu l'exemple du Ghana ici, où les vainqueurs appellent, les vainqueurs, le pouvoir qui a organisé l'élection, qui a perdu, et le candidat du pouvoir a appelé l'opposition pour féliciter. On peut, tout le monde, si c'est l'opposition qui perd ici et que tout est transparent, l'opposition peut également féliciter le parti au pouvoir. Donc l'essentiel, puisqu'il est président du CPC, c'est ça? Oui, effectivement, Maître Tchaossona, c'est le président du CPC. Donc voilà, en tant que président du CPC, ce travail qu'il doit faire maintenant, c'est de rapidement oublier les élections. On a déjà oublié les élections législatives et régionales, donc rapidement oublier les élections sénatoriales également et se projeter pour les élections qui sont à venir. Si en tant que président du CPC, il peut conduire les discussions à ce qu'on puisse avoir des éléments devant permettre d'assainir notre système électoral pour des élections à venir après les élections sénatoriales, moi je pense que ce sera service rendu à la nation. Mais si on est dans des contingences immédiates, non, il faut que le chef de l'État nomme il faut qu'il nomme les 20 là opposants. Je pense que ce n'est pas possible. D'accord. Alors, Gosson, qu'est-ce que vous pensez justement de cette proposition alors de Maître Tchaossona? Parce que je vais parler en tant que conseiller virtuel de notre président de la République. Conseiller virtuel, vous dites? Oui, je sais qu'on lui rend compte. Si il veut réintéresser l'opposition à la chose... Tu as les primes de conseiller. Et comment réintéresser l'opposition à la chose politique, s'il veut l'amener à accepter, à bien avaler la nouvelle constitution, il devrait missionner ceux qui ont fait cette constitution pour qu'on la toilette et qu'en lieu et place de l'élection sénatoriale, que les dispositions demandent à ce que le président du Conseil des ministres ou le président de la République nomme les 61 sénateurs au sein de la classe politique qui ne sera pas majoritaire à l'Assemblée nationale. Ce qui va redonner de la vitalité au débat politique. Parce que par le passé, quand on n'avait que l'Assemblée nationale, je me rappelle, et que l'opposition était bien représentée à l'Assemblée, il y a des députés qui avaient avoué que dans ce temps, l'opposition les obligeait à travailler. Parce qu'ils savaient que s'ils ne font pas ce qu'il faut et que les tels venaient, on leur menait la vie dure. Donc aujourd'hui, si on n'a pas nommé de députés à l'Assemblée nationale, pourquoi on va nommer une partie de sénateurs et élire une autre? Vivifier le débat, nommer les sénateurs, mais au sein sur proposition des autres partis politiques. C'est vrai, l'entourage les unionnaires ne vont pas aimer, mais ça va redonner du crédit à notre pays, qui est toujours mal vu, malgré les bons scores qu'on sent nous donner.
il faut ce passage obligé. D'accord, il faut ce passage obligé. Alors, je voudrais qu'on se prononce rapidement sur la loi de finances 2025 qui a été rapidement... Non, mais puisque le temps est déjà parti, voilà. Si tu le permets, s'il te plaît, le temps est déjà parti. Je voudrais qu'on s'intéresse un tout petit peu à cette loi de finances exercice 2025 qui a été votée tout récemment, c'est-à-dire le vendredi dernier à l'Assemblée nationale. Le projet de loi de finances exercice 2025 adopté à l'unanimité des députés présents s'équilibre en ressources et en charges à 2696 milliards 588 millions 972 000 francs CFA contre alors 2179 milliards et 125 millions 900 francs CFA dans la loi alors de finances de l'année 2024, soit une hausse de 9,9% et 2250 milliards 600 millions 606 francs CFA dans la loi alors de finances rectificatif exercice 2024, soit une hausse de 6,5 francs. Et justement, quand on... 5%, voilà, 6,5%, bien sûr. Alors, déjà pour cette loi de finances qui a été votée, votre appréciation rapidement, Uriel? Non, le budget est croissant. Il est croissant d'une année à une autre. On évolue. Ça veut dire que le pays cherche du jour au lendemain de nouvelles ressources pour faire accroître son économie. Vous savez, quand on vote un budget sympa, qu'il y a déjà l'argent disponible quelque part. Tout à fait. C'est maintenant, il faut aller chercher cet argent pour atteindre ce montant et au fur et à mesure financer tous les projets qui doivent construire le pays. Donc moi, je trouve qu'en réalité, un budget inférieur à 3 000 milliards pour un pays comme le Togo, ce n'est pas un budget de trop, mais sauf qu'il faut bien gérer cet argent, c'est tout. Le problème réside là, c'est tout. Il faut bien gérer cet argent. Lorsque l'OTR mobilise l'argent, toutes les sociétés qui mobilisent de l'argent, si on avait la conscience sur la gestion, si on avait tous la rigueur qu'exprime le chef de l'État chaque jour, je pense qu'on n'aurait même pas besoin de ce budget parce que c'est parce que les choses sont mal faites, il faut reprendre et c'est le même argent. On est obligé de passer au budget rectificatif. Vous voyez, tu as donné une hausse de 9%, après quand ça a été rectifié, c'est revenu à 6%. À 6%. Vous voyez, c'est ça qui tue le pays. C'est ça en réalité qui tue le pays. L'argent, ces fonds qui viendront jusqu'à plus de 2200 milliards, c'est le contribuable, c'est le citoyen qui apporte cet argent-là. Des fois même, on est obligé de faire appel à des prêts et après rembourser avec des taux d'intérêt très élevés. Donc il faut vraiment, ce qu'il faut pour le pays, c'est la gestion rigoureuse dans tous les domaines. D'accord, merci. À part ça, on ne pourra pas. D'accord, merci. Jacques, rapidement. Non, j'ai suivi un peu le discours du président de l'Assemblée nationale lors du vote de ce budget. Le plus important pour nous, Pascal, c'est qu'on prenne nos besoins en compte. Qu'on ne parle plus d'ici la fin 2025. Qu'on ne dise plus qu'un Togolais n'a pas d'eau potable. Qu'on ne dise plus encore qu'un Togolais n'a pas d'électricité. Et qu'on ne dise plus qu'un Togolais est malade et que le Togolais allait à l'hôpital et qu'il n'arrive pas à se soigner. Et même pas, il n'a même pas aussi le premier soin. Justement. J'ai écouté un peu le président de l'Assemblée nationale. Je me suis dit, bon, s'ils vont mettre ces axes-là en branle, j'ose croire que le Togolais ne va plus encore souffrir comme avant. D'accord. Parce que ce à quoi nous sommes en train d'assister pendant ces périodes de fête, on ne voulait plus vivre ça encore les années prochaines. D'accord, merci Jacques. Oui, il disait? Non, je veux croire que c'est un budget qui a été conçu naturellement par des connaisseurs. Et comme on a dit, un budget, c'est toujours les dépenses et les recettes. Et qu'on a pris en compte tous les besoins des Togolais pour l'année 2025 et tout ce dont on aura besoin. Comme les autres ont cité un certain nombre de secteurs, il y a les besoins sont réels. Il y a l'eau, il y a l'électricité. Mais même nous, la presse ici, on ne sait pas si l'aide de l'État à la presse est restée à 150 millions pour toute la presse pour déjà l'année 2025 encore. Ça va être une catastrophe encore. Donc du coup,
ce que nous disons, c'est ce à quoi nous nous attendons, c'est que ce budget-là prenne en compte les besoins de tous les Togolais pour améliorer nos quotidiens. C'est ce qui compte. D'accord. Gosson? Oui. Pour ce qui est du budget rectificatif, c'est mathématiquement plus de 71 milliards de dépenses qui se sont ajoutées, mais que les députés, en 2 temps, 3 mouvements, ont avalisé, voté, sans études critiques. Maintenant, voilà encore un autre budget pour 2025. Les mêmes députés seront là, peu importe comment ça va être géré. Une fois qu'il y aura un projet de budget rectificatif initié par l'exécutif qui va atterrir sur leur table, je doute qu'ils renvoient l'exécutif dans ces codes. Ils vont encore avaliser parce que entre l'exécutif et l'Assemblée nationale, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. D'accord. Ok, merci. Maintenant, nous allons donner la parole à nos auditeurs, puisqu'il est midi dépassé. Nous allons, je sais qu'ils s'impatientent à rentrer en ligne pour participer à ce débat avec nous. Et nous allons faire un clin d'œil à nos annonceurs. Nous revenons juste après. Une entreprise qui souhaite se développer a besoin d'accéder à des informations, d'analyser un marché, identifier ses prospects, ses partenaires, ses concurrents et bien entendu, les contacter sans difficulté. Go Africa Online recense, classe, enrichit et surtout tient à jour des millions d'informations sur le monde des affaires en Afrique au profit des utilisateurs, tant dans leurs besoins personnels que professionnels. Notre plateforme est la première source d'informations sur le monde des affaires en Afrique. Vous voulez accélérer vos opportunités d'affaires sur le continent? Une seule référence, www.goafricaonline.com. Passez les fêtes de fin d'année avec l'Hôtel Le Lac. L'Hôtel Le Lac vous convie à son grand buffet de Noël le mercredi 25 décembre 2024 et du Nouvel An le mercredi 1er janvier 2025 à partir de 12h. Pré-adulta, 20 000 francs CFA. Pré-enfant, 12 000 francs. Un tarif promo vous est proposé sur nos chambres les week-ends de Noël et de Nouvel An. Chambre standard, 35 000 francs la nuitée. Chambre exécutive, 40 000 francs. Et les suites, 65 000 francs la nuitée. Et le petit déjeuner est à 5 000 francs par personne. L'Hôtel Le Lac à Goudrafo, Togo, réservez dès maintenant votre table au 228 90 36 28 58 90 36 60 60. La SNB te surprend encore avec le grand jeu Capsule Jama. Du 15 septembre au 31 décembre 2024, ouvre une bouteille de Jama et gagne des lots incroyables. Rendez-vous dans ton point de vente préféré pour découvrir le lot dans la capsule de Jama Stout Porter, Jama Pilsner, Jama Laja, Jama 228 et Jama Panaché. Maximise tes chances de gagner une voiture de marque BAIC de Diwa, des réfrigérateurs, des téléviseurs, des bons d'achat des produits Jama, des portables, des t-shirts, des décapsuleurs, des bouteilles de gaz, bref, plus de 200 000 lots à gagner avec Jama. Vraiment? Oui, je dis bien 200 000 lots à gagner. Attention, ta bouteille gratuite de 33 centilitres est à retirer immédiatement dans ton point de vente préféré. Plus d'infos sur le site internet de la SNB, sur la page Facebook et Instagram de Jama ou encore au 70 49 95 48 ou au 70 49 95 49. Avec Jama, on est ensemble. Tu sais quoi, Elisabeth? Ma vie a changé depuis que j'ai la fibre Canalbox. Niao, comment ça? Canalbox est une connexion internet stable et très rapide qui me permet de télécharger et d'envoyer à la vitesse de la lumière et en quelques secondes les audios, vidéos et divers documents, même les plus lourds. Mieux encore, je paye une seule fois mon abonnement par mois et toute ma famille et moi accédons à Internet en illimité. Au CMR, sans aucune limite de mégas, H24 et 30 jours sur 30. Pour toute ta famille en même temps et illimité, ça doit être économique, Canalbox. Hein? Très économique même. D'ailleurs, en ce moment, l'installation et la box fibre Canalbox sont gratuites. Gratuite? Comment, ma? Tu as très bien entendu. L'installation et la box fibre sont actuellement à 0 francs. Je veux avoir ma Canalbox. Appelle vite Canalbox au 88 66 ou fonce dans la boutique la plus proche pour en profiter. Canalbox. Vivez l'Internet illimité. Vous connaissez assez bien les savons Qmix pour leur efficacité et bienfaits pour la peau et le corps. Bien sûr que oui. Voici un autre produit qui vient rendre la gamme Qmix
plus complète. Ah bon? Cumix Méditol. Le savon à la fois médical et dermatologique. Ah oui, qu'est-ce que vous en savez? C'est un savon antibactérien et antiseptique qui lutte contre les maladies de la peau. Abcès, cellulite, furoncle, etc. Et c'est bon pour toute la famille. Vous me laissez sans voix. Choisissez Cumix Méditol et restez dans la ligne des produits Cumix. Cumix carotte papaye, Cumix lait, Cumix rouge. Et c'est en vente partout. Pour plus d'informations et vente en gros, appelez le 91 72 72 72 ou le 98 90 49 94. Tricolore et du terrain nu de la Lolato. Contact 90 77 97 07. 93.5 Canal FM. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75 et nous écrire aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Notre premier auditeur est en ligne. Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Comment vous allez? Je vais bien. Votre nom c'est? C'est monsieur Nick. Monsieur Nick? Oui. Allez-y. Bon, je dis merci à monsieur Godson pour ses analyses. C'est très très pertinent. Bon, concernant la lenteur de jugement de ces prisonniers, est-ce qu'on a fait l'analyse pour savoir c'est le manque de la volonté, le manque des juges ou bien quel est le problème? Et pour terminer, les détenus tels que monsieur a parlé du capitaine, le projet que le capitaine a fait, effectivement, il y a des terres fertiles. Le gouvernement peut mettre un projet. Il y a des gens qui ont refusé de travailler. Ils sont partis voler. On les amène travailler plus. Comme ça, s'ils vont revenir dans la vie active, ils ne vont plus voler. Puis si c'est qu'ils volent, il va aller faire un travail plus dur qui s'occupe de vie. Donc, moi, je trouve que l'État doit mettre en place un système qui va dissuader les gens de voler. S'il y a des gens qui ont volé des trucs de moins de 10 000, ils sont partis en prison. 100 000, 50 000. Mais il y a des gens aussi qui ont tué, qui ont détourné des millions. On les mélange tous, c'est pas bien. Merci. D'accord, merci beaucoup, monsieur Nick, pour votre intervention. Allô? Allô, bonjour, Canal FM. Bonjour, Nestor, comment vous allez? Oui, je vais bien. D'accord, allez-y. Je salue premièrement la bonne ambiance sur le plateau du corps de la presse, malgré les divergences des points de vue. Sur le plan de la libération des prisonniers, par grâce présidentielle, moi je vais prendre le point au niveau du désengagement des prisons qui sont devenues exiguës. Donc c'est une bonne chose. Si je prends le cas de la RDC, la prison de Makala, pour une prison construite pour 1500 prisonniers, on pouvait dénombrer plus de 1 000 personnes. Donc, comme je l'ai déjà dit, c'est une bonne chose. Il faut libérer les prisonniers. Comme vous l'avez dit, la prison n'est pas une fin en soi. Il faut libérer les autres aussi. Il faut libérer les autres aussi. Suivez mon regard. Au niveau du budget, les journalistes sur le plan ont parlé de la bonne gestion et moi je renchéris pour dire qu'il faut aussi une bonne répartition. Merci Canal FM. Merci Nestor pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir directement au Club de la Presse. Allô? Bonjour. Bonjour, comment vous allez au CENI? Très bien, comme un Josué. D'accord, allez-y. Je tiens à remercier le chef de l'État pour la libération des prisonniers. Vraiment, il l'a fait. Bonne et heureuse année. Merci. Merci au CENI, le messager de l'amour, pour votre intervention. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Gado. Ah, je suis d'accord avec le fils de Dieu. Je nomme Godson pour son analyse. Bon, voilà ce que je voulais demander. On a dit souvent qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Et est-ce qu'il y a des réfugiés politiques en dehors du Togo? Si oui, à quand est-ce que le chef de l'État va leur faire la grâce aussi pour qu'ils rentrent? Secondo, les journalistes là, est-ce qu'au Togo c'est interdit aux journalistes de faire politique? Parce que je n'ai jamais vu un journaliste créer un parti politique ou bien créer une association. Si oui, dites-moi un nom. Merci, bonne journée. D'accord, merci pour votre intervention, monsieur Gado. Allô? Allô. Oui, bonjour. Bonjour, c'est ici. Oui, madame, ici. Je fais un coucou à monsieur Olu, du PSA. Oui. Et à tout le monde. D'accord. À ça. Voilà.
l'histoire qui continue de se répéter au Togo depuis 63 là. Hein? Vous en avez pas marre, vous là-bas. Pourquoi l'histoire va se répéter permanemment au Togo? Pourquoi qui va surfer sur le développement, le bien-être, le bonheur du Togo, quoi, et des Togolais? Pourquoi ça va se faire ainsi? Moi, je sais pas. Et puis, on en est là, quoi. Et puis, vous avez parlé de la prison, des prisonniers. Le président a décidé encore c'est-à-dire c'est lui qui est, je sais pas, les gouvernants du Togo, à force de ne pas vouloir alterner, ils sont devenus nos dieux du Togo, là. Maintenant, ils ont décidé encore d'en libérer quelques-uns, tout ça, là. On vous fout en tôle, on vous libère, tout ça, là. Et puis, c'est la prison de 1800, d'avant l'indépendance. La prison de 1800 ans. Tout ça, là, le pays même est vieux et tout. Je crois qu'ils n'ont qu'à enlever nous de Fola Badini et Djoa. On est de Fola Badini. Vous avez parlé du budget. Oui. Quand on n'alloue rien du tout à l'armée, on n'en a pas besoin. Quand on n'alloue rien, ils vont faire la guerre avec qui? Pourquoi ils vont s'armer à mort? Non. Et puis qu'on arrête le recrutement, il n'y en a pas besoin. On a besoin de l'agriculture pour bien manger et tout, quoi. Maintenant, est-ce qu'on n'en a pas besoin pour notre sécurité? Quelle sécurité où? Les djihadistes dont vous parlez, il faut discuter avec ces gens-là. C'est qu'ils sont frustrés, ils ont besoin de quelque chose. Hein? Ils vivent dans la précarité ambiante et tout. Et ils voient que les gens se sont appropriés des biens du pays et ils en jouissent seuls, sans développement. Ils n'ont qu'à discuter avec eux. D'accord. Merci. Pour nous foutre la paix. D'accord. Mais merci, madame. Et si vous avez oublié de dire quand même qu'on doit alterner. Allô? Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Je vous écoute. Décidément, il n'a pas de retour. 90, 86, 35, 35. Allô? 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, Canal FM. J'espère que vous allez bien. Oui, c'est Lazare Adjaramaïto de Djoulassane. Ah, Lazare. Oui. Allez-y. Je salue le plateau. Et le plateau aussi vous salue. Tout d'abord, Pascal, j'aimerais vous tirer chapeau. Merci beaucoup. Et tous tes invités. Merci. Le travail que vous avez abattu durant le début de l'année jusqu'à la fin de cette année. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Deuxièmement, j'aimerais saluer un ami, mon homonyme, dont il a le 26 ans, que vous avez du mal à prononcer tout de suite. Il s'appelle. Vous voulez dire l'autre Adjaramaïto? Oui, ça Kodou Tété Innocent Vissant Bolo. Adjaramaïto, Katradasi, Gregledo, Avodanou, Domodumezan, Toutouassignon, Chocholozo, Honua, Baneweka, Haïm Mordehai, Godlop, Eglou, Hassan Gaou. Vous l'avez écrit dans ce cahier. C'est moi seul qui est la litanie de ces 26 noms. Il faut le saluer de ma part. D'accord, il est à l'écoute. Merci beaucoup Lazare. Nous allons recevoir notre dernier auditeur en ligne. Allô? 90 86 35 35 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse. Dernier auditeur. Allô? Oui, allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Allô? Ah, décidément, il n'a pas de retour. Et donc, nous allons revenir en plateau pour clôturer l'émission, faire un tour de table et clôturer l'émission alors de ce jour. Voilà. On commence par Gosson Ketomagnan. Et si d'abord il y a M. Gado qui a posé une question, je ne sais pas si vous voulez bien quand même répondre à ces questions, c'est-à-dire concernant le fait qu'il oui, il a dit qu'il n'y a pas de détenus politiques, mais il demandait s'il y a au moins des réfugiés politiques, et aussi concernant des journalistes, est-ce qu'il y a une règle ou une loi qui interdit aux journalistes de faire la politique, et puisque jusque-là, lui n'a jamais vu un journaliste créer un parti politique. Oui, Dawson. Je sans vouloir répondre au nom de tous les confrères, à titre personnel, je ne pourrais pas être président d'un parti politique. En ce sens que la politique, c'est l'art du mensonge.
tu ne peux que mentir. Or, est-ce que ce n'est pas une impression? Non, et comment? J'aborde le mensonge quand je veux parler de notre pays. Donc, je préfère rester dans mon coin et faire mon petit participer à l'édification d'une nation bien pour nous tous. D'accord. Et maintenant, Gosson, je te donne la parole, ou je te redonne la parole pour que, du moins, tu prennes un sujet de l'année, c'est-à-dire un sujet qui t'a marqué dans l'année, sujet de l'actualité, hein, que ce soit alors sur le plan politique, économique, environnemental, et que tu te prononces là-dessus. L'adoption de la 5e République. C'est ce qui te vient juste en esprit. Je n'ai pas du tout goûté. Parce que la Constitution, c'est notre affaire à nous tous. On ne peut pas sélectionner certains et ils vont rester dans leur coin et décider au nom de tout le peuple. Ça, je n'ai pas avalé. D'accord. Oui, Didier? Oui, j'aimerais dire à M. Gado, c'est ça? Oui. Que déjà, ce que nous faisons ici, c'est une façon de faire de la politique. On n'a pas forcément besoin de créer un parti politique pour être dans la conquête du pouvoir d'État, mais ce que nous faisons déjà ici, ça vaut de la politique. C'est pour ça d'ailleurs que des fois, nous sommes appréciés, des fois, nous ne sommes pas appréciés. Et c'est pour ça que des fois, des gens disent que telle façon nous avons analysé là, c'est parce que nous sommes de tel parti politique. Mais le jour où on analyse et ça va dans le sens de l'autre, il dira, ah, il a bien parlé. Donc en fait, nous faisons un rôle charnière pour que les gens puissent remplir leurs responsabilités, qu'ils soient des partis politiques ou pas. Donc je ne crois pas qu'un journaliste ait véritablement besoin de formaliser la création d'un parti politique pour concourir le pouvoir d'État avant d'apporter sa pierre à l'édification de la nation. Ouais. Ce que nous faisons déjà, c'est déjà une façon de faire la politique et d'aider à la reconstruction de notre pays. Moi, ce qui m'a marqué peut-être plutôt négativement cette année, c'est le tabassage de journalistes et d'acteurs politiques, de députés à Lomé ici. Au siège de la CDPA. Voilà, de la CDPA. On croirait encore en des années qu'on avait eu à vivre des choses comme ça, sachant que nous sommes des journalistes. On aurait pu être à cette place-là, à cette activité. On aurait pu recevoir des coups comme ça, gratuitement. Et on a annoncé une enquête ouverte depuis là. Que nenni, rien du tout. Personne n'en parle plus jusqu'à la fin de l'année. Depuis octobre par là, on est déjà à la fin de l'année et que aucun rapport, rien du tout jusqu'à ce jour. C'est assez inquiétant de ce que le Togo ait pu connaître encore un événement malheureux et avilissant de cette façon en 2024. D'accord, merci Didier. Oui, Jacques? C'est la disparition de Monseigneur Bariga qui m'a beaucoup touché cette année. Il faut reconnaître que c'est vrai que le Togo a vécu également des moments un peu difficiles, les accidents par là, de gauche à droite. Espérons que la grâce de Dieu soit sur chaque Togolais l'année prochaine. D'accord. Merci beaucoup, Jacques. Oui, Uriel? À M. Gado d'abord, sur le sujet concernant les journalistes et la politique, on est professionnel de son métier par vocation, par passion, et on l'a appris, c'est pourquoi nous le faisons. On n'est pas obligé d'abandonner notre métier pour créer des partis politiques. Donc, celui qui veut le faire voudra bien le faire et peut le faire sans problème. On a connu Fulbert Tissot, notre confrère Fulbert Tissot, qui a créé un parti politique. Donc, il n'y a aucun souci. Mais je le répète, nous sommes professionnels de notre métier par passion, par vocation, et nous l'avons appris, c'est pourquoi nous le faisons. Alors, ce qui m'a marqué, ça m'a marqué négativement. C'est la disparition de mon grand frère, le ministre Pré Mfetio Mathias. J'avoue que je n'ai pas supporté, tout comme tous les fils de la Bina, tout comme tous les Togolais. Et on n'a pas supporté le départ de ce grand homme. Tout ce qu'il était, vraiment, on n'a pas supporté. Moi,
personnellement, ça m'a marqué et je continue pas à prier pour lui, pour sa famille. D'accord. Merci beaucoup, chers confrères. Je ne peux que vous dire merci pour cet exercice que vous avez toujours le plaisir de faire avec nous. Je voudrais bien dire le décryptage, le commentaire et aussi l'analyse de l'actualité de notre pays, du continent africain et aussi alors du monde entier. Merci pour cette constance, surtout dans la présence et aussi pour la prise de position. Merci, Uriel. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci Jacques Diakouti, merci d'être passé, merci surtout pour vos analyses au Club de la Presse. Merci Didier pour également vos analyses, toutes vos contributions pour le Club de la Presse. Merci Gossom Ketomania pour aussi vos contributions au Club de la Presse. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous. Vous qui êtes aussi des auditeurs, merci à vous pour votre contribution. À chaque fois que nous vous donnons la parole, vous n'hésitez quand même pas à rentrer en ligne pour participer à cette émission. Demain, tel que je l'ai toujours annoncé, nous serons ensemble. Nous allons animer cette émission ensemble où vous allez nous dire les faits marquants ou les faits qui vous ont marqué dans l'année 2024. Et vous allez vous prononcer alors sur ces faits en les analysant. Merci surtout à mes techniciens. Il y a Michel Kokou, Vitor Betomega. Merci à toi, Michel. Merci à Jérôme Akouta qui était à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.